On a l'honneur d'avoir avec nous l'auteur de ce film magnifique qui était nommé en film totem des dispositifs scolaires par Eugène Andrasky. Et en effet, c'est un film qui est rentré très très tôt dans de l'histoire des dispositifs scolaires, du dispositif école et cinéma. À sa création, pratiquement, ils étaient 4 documentaires, dont celui de M. Denis Guévran. Les autres, par exemple, Nanook l'Esquimau et là, j'ai un trou de mémoire, mais les fondements documentaires du cinéma, tout simplement, et aussi de nos métiers, des métiers de coordination pour école et cinéma. Je laisse la parole à Denis pour un petit mot d'introduction, de bienvenue. Merci d'être là. Merci. Oui, j'entends le nom de Eugène Andréansky, les écoles au cinéma, et je crois qu'on ne rendra pas assez hommage à Eugène qui a défendu toujours une très haute idée du cinéma, ce qui veut dire aussi en l'occurrence une très haute idée de l'enfance. C'est vrai que ce film, oh là là, mon Dieu, quelle horreur, hein. On peut dire ça comme ça, hein. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Il n'y a rien de pire, évidemment, que la souffrance des enfants. C'est un scandale absolu. Et donc, ben voilà, c'est un film qui affronte ce scandale. Et ouais, je disais tout à l'heure, c'est un film absolument interdit de le regarder tout seul le soir. C'est vraiment un film de cinéma. C'est vraiment un film dont regarder ensemble, la seule manière de regarder ce film. C'est ensemble qu'on peut regarder un film. Donc, eh ben, on en reparle tout à l'heure. Je vous souhaite une bonne projection. Et c'est difficile de prendre la parole et parler du film. Je pense que c'est un film aussi qui mérite beaucoup de silence après. Mais on n'est pas dans cette configuration. Donc pour moi, ce ne sera pas un exercice trop facile. Je suis très, très ému. Je ne découvre pas le film. Je l'avais déjà vu 2 fois. C'est la première fois que je vois en salle, mais c'est une émotion qui me prend toutes les fois que je vois le film. Et du coup, je te laisse la parole. Et on a 3 micros en tout. Un peut circuler de la salle. Et nous 2, on peut être debout aussi, comme tu préfères. Vous préférez, pardon. Et on peut te dire, ben, je l'ai fait. Et l'idée, c'est d'échanger. Peut-être aussi pour nous et pour Denis, savoir qui avait déjà vu le film, qui découvre le film pour la première fois. Si on lève la main, qui voit le film aujourd'hui pour la première fois. Alors que voilà, parce qu'on c'était justement, c'est un film qui par contre existe dans les dispositifs scolaires, comme on l'a dit depuis le début. Mais il y a encore des coordinations, parce qu'il y a toujours des nouvelles coordinations ou des coordinations qui n'ont pas forcément travaillé sur ce film. Donc c'est intéressant avoir ce retour et cet échange. Je précise, bon, ça c'est peut-être en introduction, mais à tout le reste, mais justement, vous connaissez le travail qui a été fait à la sortie du film par la production Les Films d'ici et après par l'équipe des dispositifs pour accompagner ce film avec ce petit objet qui est le cahier de notes de l'époque, dont on a ramené quelques exemplaires, sont les derniers existants, donc sont pour vous, mais il y a très peu d'exemplaires. Les derniers, c'est un objet assez historique désormais, c'est vraiment les cahiers verts. Et je tiens à rendre hommage à Catherine Chapira qui avait fait un travail remarquable. Et c'est vrai qu'il y a des beaux textes. Enfin, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un bel objet, mais c'est plus qu'un bel objet, évidemment, quoi.
Voilà. Je tiens à préciser que je suis resté à la projection parce que je la trouvais très belle. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le film. C'était ma première question en réalité. Voilà, comme vous revoyez le film aujourd'hui, quelle émotion, avec quelle émotion vous revoyez le film aujourd'hui? Quels sont les premiers mots qui viennent à l'esprit en revoyant le film, après 30 ans de sa sortie? Et voilà, j'imagine, peut-être vous pourrez vous préciser un petit moment que vous l'aurez pu accompagner, parce que justement, il est sorti de l'actualité de votre filmographie. Non, mais vous savez, je vois la réaction là, ou plutôt le silence. Mais ce film, on ne pourrait plus le faire aujourd'hui. Je veux dire qu'il y a une telle censure morale, il y a une telle... Je veux dire, on peut voir tout sur Gaza, les corps explosés, mais ça, on ne peut pas le voir. Ça interroge quand même. Je trouve incroyable. Là, maintenant, je suis ici et je me dis, il y a une production, il y a un responsable de programme qui a accepté le film. Ça n'a pas été évident. Hein. Thierry Garrel, il a fallu le travailler au corps. Il l'a accepté. Il y a eu un producteur qui a accepté. Ben, je peux vous dire que Richard Coppens, il avait du mal à se dire qu'il allait voir les rushs. Il y a un distributeur qui a pris ce film. Le film était projeté dans une salle de cinéma. Il y a des gens qui allaient voir le film le samedi soir. Ok, samedi soir, je vais voir un documentaire sur des enfants qui ont le cancer. Vous imaginez ça aujourd'hui? Je veux dire, là, je me trouve qu'on est vraiment... pour moi, que ce film existe, d'une certaine manière, c'est un miracle. Quand je vois la pauvreté de ce qui est proposé maintenant. Je ne veux pas dire que... Évidemment, il y a des films formidables, etc., mais... Qui prendrait le risque de sortir ça, de demander à des spectateurs de payer un billet de cinéma? Eh ben, il y a eu 25 000 entrées. C'est inconcevable à l'heure actuelle. Il a été diffusé à la télévision dans une version plus courte. Édulcorée? Pardon? Édulcorée? C'est moi qui l'ai édulcoré, alors c'est des histoires de production, c'est un peu long. Disons que Thierry Garrel avait fait accepter à la 7 l'idée qu'il y a un film comme ça sur la base d'un film d'1 heure. On s'est battu, mais vraiment battu. Je ne rentrais plus dans la salle de... J'acceptais plus de regarder le film avec Thierry Garrel. Quand j'allais lui montrer, j'attendais qu'il le regarde parce que c'était vraiment trop violent. Il avait une fenêtre de diffusion d'1h15. Le film durait 1h20 et Thierry Garrel lui-même ne pouvait pas envisager de retirer un plan. Donc il n'y avait qu'une seule solution, ça aurait été de projeter le film plus vite. Mais voilà, donc on est arrivé à un conflit qui a fait que les films d'ici, pendant 6 mois, ne travaillaient plus avec la 7. Donc, ça s'appelait la 7 à l'époque. Vous imaginez pour une boîte de production ce que ça veut dire. Donc ça a été... Voilà, ça n'a pas été du gâteau, et ça ne reste pas du gâteau, et c'est vrai que c'est un film qui sort très peu souvent, et c'est vrai qu'il y a eu un audit des enfants du cinéma mené par le CNC. Je ne me souviens plus comment s'appelait cet honorable monsieur, mais il était le directeur de la FEMIS, donc voilà, hein, et qui disait ce film il sort pas, on n'a qu'à le virer. Mais voilà, il y avait des gens comme Eugène Andréanski, hein, voilà. Et justement parce que le cahier des notes explique beaucoup de choses, hein, si vous ne l'avez pas encore lu. Donc on va revenir peut-être sur des choses
qui vous retrouverez, ou que vous avez dit aussi plusieurs fois, au cours de ces 30 ans. L'occasion, je précise, est assez. Voilà, c'est aussi parce qu'on s'est questionné sur des films difficiles qui aujourd'hui sont les catalogues pour d'autres raisons, difficiles à montrer, pour des raisons politiques. Et comme il était pensé, ce cahier des notes était intéressant aussi pour peut-être aspirer des formes nationales de ressources, parce que c'est pas que une analyse du film au point de vue cinématographique. Mais il y a votre parole, la parole du cinéaste qui est présente comme une lettre aux gens spectateurs, une intervention d'un pédopsychiatre, voilà, des points de vue croisés de professionnels aussi, parce que à l'époque, ils ont compris pour accompagner ce film, il fallait de la matière, des outils. Et non, mais Violet, pardon, du coup vous demandez. Pour revenir à comment le désir de ce film est né pour vous, en sachant ce qui est au cours de toute votre filmographie, de ta filmographie, pardon, là je repasse au tutoiement, l'enfance est fait l'objet de ce film. Il y a un autre film après qui est Grand comme le monde, dans lequel tu as observé d'autres enfants, dans d'autres situations, mais dans l'ensemble de ta poétique, de ton intérêt documentaire, si je ne me trompe pas, mais voilà, tes autres intérêts sont beaucoup pour toutes les personnes en situation de victimes de la violence de la société, des choix économiques. Et du coup, voilà, comment ce désir de faire ce film sur les enfants aînés et comment ce désir, tu le replaces au sein de ton œuvre générale, je veux dire, ton intérêt général. Je ne sais pas si c'est... C'est une question tout à fait légitime, tout à fait. Non, je voulais juste continuer juste sur la vie du film avant d'y répondre. Quand le film est sorti, il y avait socialement encore la possibilité d'aborder ce type de problème, notamment pour les instituteurs. Là, maintenant, un instituteur peut estimer prendre un risque qu'il n'assumera pas, parce que la société est devenue ce qu'elle est devenue. Quand le film est sorti, comment il s'appelle? Alors, j'ai un trou de mémoire, mais il y a un animateur de Cinéoche, donc dans le Gers, qui a organisé des projections dans toutes les écoles du département. J'ai le souvenir de m'être retrouvé en Bretagne dans une cuisine avec quelques instituteurs, des coordinateurs, et qui attendait l'arrivée de l'inspecteur d'académie pour savoir ce que l'inspecteur d'académie pensait du film. Et quand l'inspecteur d'académie est arrivé, il a dit « Ce film devrait être obligatoire ». Bon, je ne sais pas, je ne pense pas que on donne à lire Primo Levi aux élèves de collège ou de lycée. Bon, je pense que c'est, après tout, c'est vrai qu'il y a eu un certain affolement excusez-moi, un certain affolement de l'éducation des professeurs par rapport à l'immensité d'une charge qui dépasse de beaucoup l'enseignement pour aller vers l'éducation. Qu'est-ce qu'ils assument? Je pense qu'il y en a encore. Je pense que c'est le travail mais le premier travail par rapport aux instituteurs, c'est de faire tomber, par rapport aux intercesseurs, c'est de faire tomber la peur qu'ils peuvent avoir, et souvent, après tout, la peur pour eux-mêmes. Parce que qui risque le plus d'avoir un cancer?
c'est évidemment les personnes qui sont les plus âgées qui risquent d'avoir un cancer. Ça va, je peux m'y mettre. Hein. Je peux me mettre dans l'eau. Voilà. Donc, peut-être que l'espoir n'est pas perdu, que ce film peut être encore montré, doit être encore montré. Je pense qu'il faut l'aborder d'une manière un petit peu certainement différente que la manière dont ça a été fait. Mais ce cahier vert est vraiment un très bel objet, vraiment un formidable travail. Alors, bon, maintenant, allons-y. Pour savoir d'où le désir de ce film est né. Oui, c'est des croisements entre ma vie. Le film est dédié à Renaud Victor, qui était un cinéaste qui promettait beaucoup et qui est mort d'un cancer à 40 ans. Et mon frère est mort à l'adolescence. Donc, évidemment, il y avait dans ma vie, il y avait des bonnes raisons pour m'intéresser à ça. Après, anecdotiquement, on est le 5 mai 1968. Je sors d'un des premiers comités, même du premier de la création des comités d'action à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Et je suis avec un ami, il fait... Bon, c'est Paris qui brûle. Bon, n'exagérons rien. Mais bon, on voit des bâtiments un peu sinistres comme ça, et l'ami avec qui je suis me dit « Ah ouais, c'est l'Institut Curie, là, ils soignent des malades du cancer. » Et puis il ajoute « Il y a des enfants. » Et ben c'est ces enfants que j'ai eu envie d'aller filmer, mais pour comprendre ce qu'ils élaborent à partir de la maladie. Vous avez compris que ce n'est pas un film sur la maladie, c'est un film sur les enfants. Et d'une certaine manière, pourquoi je suis allé là? Parce que je serais allé à l'école, dans une école, j'aurais filmé l'institution. Paradoxalement, c'est là où l'institution est la plus puissante que j'ai pu travailler avec des enfants. D'abord parce que les enfants sont là, hein, ils n'ont pas le choix, ils sont là, donc ils sont à ma disposition, si j'ose parler comme ça. Ils sont là, et il y a un espace de parole. Après, faut pas le prendre n'importe comment, et là, bon, là, on peut développer le comment, mais bon, c'est peut-être pas les premières questions qui vous viennent à l'esprit. Oui, effectivement, peut-être je commencerai à passer le micro s'il y a des questions. Il y a 2 étudiants du master au 3 d'égalité des images. Il y a un micro qui nous aide. Et... Ah pardon, vous n'avez pas le micro? Je vous passe le mien. Oui, alors c'est pas vraiment une question. Hein. Merci d'abord d'être là. Moi, c'est la 5e fois que je vois ce film, toujours avec une émotion forte et avec un écho différent en fonction de mes expériences et de ma vie. Je pense que c'est un film qui fait écho à plein de choses. Si je suis là, c'est parce que j'ai programmé ce film à plusieurs reprises. Je l'ai travaillé à plusieurs reprises dans des classes de CE2. Et je voulais revenir sur cette appellation de film difficile, parce que c'est un film qui est reçu par les élèves avec une grande facilité, un grand intérêt et un grand enthousiasme.
Donc quand vous disiez que c'est aux adultes qu'il fait peur, vous avez tout à fait raison. Les obstacles qu'il y a eu, c'était surtout au niveau des parents qui étaient informés en début d'année qu'on allait voir ce film. Et je me suis heurté à plusieurs reprises à des demandes spécifiques de parents qui disaient « Moi, je ne veux pas que mon fils ou ma fille aille voir ce film parce que nous avons dans la famille un cousin ou une cousine qui est en train de vivre ça et ça ne sera pas supportable pour lui. » Par chance, j'ai à chaque fois réussi à convaincre les familles de laisser leur enfant voir ce film, et ils m'en ont remercié après. Voilà, ce que je voulais aussi signaler, enfin, moi j'ai vraiment envie d'encourager les collègues à programmer ce film, parce que je le trouve essentiel aussi. Hein. C'est que c'est un film qui présente un grand intérêt pédagogique, notamment dans le domaine du documentaire, bien sûr. Je trouve qu'il pose vraiment de façon évidente la place et le statut de celui qui est filmé, de celui qui filme et du spectateur. Et le statut de la parole aussi, avec les différents dispositifs qui sont mis en place tout au long du film pour laisser place à cette parole. Voilà, c'est tout. Je vous remercie pour ce travail, pour cette prise de parole, bien sûr. C'est vrai que moi aussi, je suis resté là pour... ça faisait longtemps, et il y a des prismes extrêmement différents pour aborder ce film, et suivant la manière dont on se ressent ou la manière dont des expériences récentes qu'on a eues dans sa propre vie, on le reçoit très différemment. Alors c'est vrai que les enfants le reçoivent tout à fait simplement. Vous aviez fait un recueil d'articles, de réactions d'enfants, et vous avez mis en épigramme, vous avez mis cette phrase de cet enfant qui dit « On sait tout, mais on ne le dit pas aux adultes ». C'est mieux dit que ça, d'ailleurs. Hein. Et c'est vrai que pour les enfants, à chaque fois que j'ai eu chaque fois que j'ai beaucoup présenté à des enfants, hein, et chaque fois il y a quelque chose d'évident, parce que voilà, c'est aussi peut-être un film pédagogique, enfin un film qui parle des rapports adultes-enfants, hein, et je crois que les enfants, chaque fois, se sentent complètement de plein pied quand il y a un débat, et de plein pied avec ce film. Et ces enfants, c'est un des leurs, c'est pas des enfants de... Les enfants de cinéma, on dit toujours des enfants de cinéma. Ah, le petit, qu'est-ce qu'il joue bien. La petite, qu'est-ce qu'elle joue bien. Oh, c'est mignonne et tout. Mais là, ce sont des enfants qui sont pas pour l'adulte, qui sont pour eux-mêmes, hein, et qui se représentent pour eux-mêmes. Pas pour faire plaisir à cet adulte. Je pense au petit Khalid qui dit et toi, t'étais où il y a 2 ans? Oui, peut-être je peux juste compléter. Dénia fait référence au dossier que je pense vous avoir envoyé, ou normalement vous l'avez reçu. C'est quelque chose qu'on mettra aussi en partage au sens de l'Océan de l'Archipel. On a cherché dans nos archives et les archives des coordinations
tout ce qu'on pouvait ressortir de ce film de travail de coordination, on l'a recueilli. Donc ce dossier, voilà, normalement, soit vous l'avez reçu, et dont on a trouvé justement le travail exceptionnel que quelques coordinations avaient fait au début, en recueillant les paroles des élèves qui voyaient le film, dont celle auquel elle faisait référence de Julie, qui disait les adultes disent que les enfants ne comprennent rien, c'est faux, ils comprennent tout, mais ils le cachent. Dans le dossier, vous trouvez autre que cette partie des paroles des enfants de plusieurs écoles, en réalité. Des comptes rendus de séances faits par les coordinations, où on voit un peu ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que les parents présents en salle manifestent des préoccupations, même des résistances, mais le travail des rencontres nationales et des articles de la presse qui parlent de ce film dans le cadre scolaire, etc. Voilà, c'est juste pour dire ça. Et le reste, je voulais passer à la parole. Merci. Moi, j'aurais voulu juste que vous nous expliquiez comment vous faites pour convaincre des parents qui n'ont pas envie, a priori, que leurs enfants voient ce film. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme mots? Comment vous avez fait? Vous leur avez montré le film, par exemple ou... Non, alors, moi, je suis coordinateur et je suis également enseignant. Hein. Donc, en début d'année, je donne aux parents les films qui vont être vus dans l'année, ce qui me laisse du temps pour convaincre les parents. Je pense qu'en dehors de ce domaine-là, la confiance avec les parents, elle se crée sur la longueur. Et au moment de voir le film, les parents ont pleinement confiance en moi. Alors, je n'ai pas de paroles magiques, je n'ai pas de mots précis qui me viennent en tête, mais c'est sur la longueur que ça se gagne. Voilà. Vous parliez des fenêtres, mais les fenêtres, après tout, j'avais rien à faire. Plutôt que de faire le bénévole, j'aurais pu aller filmer des fenêtres, mais les fenêtres, je ne pouvais les filmer qu'après que les enfants m'aient parlé. Les fenêtres, ça ne pouvait être qu'une résonance. Ces plans, c'est des plans que je ne peux faire que quand j'ai entendu une parole et que cette parole, elle doit résonner en moi en termes d'image. Sinon, c'est vide. Sinon, je vais faire de la déco. Hein. Dans ce débat qu'on avait avec Thierry Garel, avec la chaîne, et cette question du temps, on a fait un montage où on a retiré toutes les fenêtres. Et là, il n'y avait plus de temps. Il n'y avait plus de temps. Ce film, il dure 1h20. Vous ne savez pas, je vous pose la question, que vous sortez, vous dites « Ah oui, oh, bah, c'est un film qui dure 1h30 ». Le souci qu'on a eu, ça a été de ralentir le film. Ça a été d'en donner, parce que ma conception du documentaire, c'est quand même que ce soit une expérience de vécu. Et je pense que ce souci de ralentir, c'était dans le souci que ce soit aussi une expérience pour vous, comme une traversée de la maladie auprès de cet enfant. Voilà. Et j'avais une seconde question à propos de la façon dont vous filmez les enfants. Vous les filmez de très près. Enfin, il y a vraiment beaucoup de gros plans. On est très proche des visages, des corps. En documentaire, on parle souvent de la bonne distance. Je voulais savoir si c'était quelque chose que vous aviez trouvé très vite, de façon spontanée, ce rapport à eux, enfin, cette proximité du plan, ou si c'est quelque chose avec lequel vous aviez tâtonné. Non, je n'ai pas tâtonné. Je dirais d'abord que c'est la distance de l'écoute, tout simplement.
c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez simple, c'est d'être dans la position de l'écoutant auprès d'un enfant qui est couché. La plupart des enfants sont couchés dans la plupart des entretiens. Et c'est bien parce que on est dans une position qui n'est pas celle de il y a quelque chose de la confidence et en même temps non, certainement pas de la confidence. Pourquoi? Parce qu'il y a cette caméra entre nous et les enfants ont une conscience très claire. Sur tous mes films, les gens ont dit « Ah, on a l'impression qu'il a oublié la caméra » ou qu'elle a oublié la caméra. Non, c'est le contraire. C'est exactement le contraire. Les personnes qui parlent me parlent, mais vous parlent. Parce qu'on est dans un triangle. La personne filmée, le filmeur, la caméra. Et la caméra, c'est vous. C'est les spectateurs. Donc, ce triangle, il est très bien, il est très clairement vécu par toutes les personnes que je filme, que j'ai filmé, que je filme. Peut-être que je filmerai, je ne sais pas. On verra plus tard. Mais c'est fondamental. C'est la relation du cinéma. C'est aussi, ça peut évoquer quand même quelque chose de l'ordre de l'analyse, au sens le premier de l'analyse. Un jour, il y avait un psychanalyste qui était dans une salle et les gens parlaient de la mort, etc. Et le psychanalyste se tourne vers moi et me dit « Mais dans ce film, je n'ai vu la mort, enfin, c'est vous la mort. » Et il a développé, il a expliqué que dans la psychanalyse, évidemment, le psychanalyste, il se met en creux. On n'est pas dans des discussions. Le fait qu'il y ait la caméra et le fait qu'on s'adresse à des gens fait qu'on n'est pas dans une discussion. On est dans une parole, dans un travail de parole, mais qui n'est pas dans l'échange, qui est dans la réception. Moi, je suis dans une position de réception, pas d'échange. Je n'échange pas mes opinions avec Cédric. Je lui renvoie ce qu'il me dit. Je fais en sorte qu'il avance dans la parole. J'étais encore frappé aujourd'hui par les silences. Les silences, mais moi je restais silencieux souvent dans l'attente qu'un enfant dise quelque chose, parce qu'on dit quelque chose et puis il y a un petit travail et puis après on redit quelque chose. Après il y avait cet équilibre à trouver que l'enfant ne décroche pas. Mais en fait, pour être un peu pour dire les choses, mais là, je me disais, mais en fait, je suis en train de me demander qu'est-ce que je dois lui dire aussi, tout simplement. Mais ce silence, c'était un silence partagé. Bon, c'est vrai qu'après, il y a eu certaines infirmières qui me disaient, oh, tu devrais mettre du violon là-dessus. Et vous avez aussi rencontré, pendant la réalisation du film, du tournage, la dimension du conte, qui après est devenue quelque chose de très important. Et moi, je la pose en question, au sens que, en tant que spectateur adulte, je me sens porté dans votre film, et si ma peur de voir ce film, de l'accompagner, et comment dire, et accompagné par le fait qu'il y a les adultes présents dans le film, qui sont le personnel soignant que vous avez déjà cité, les parents, et portent, j'ai l'impression, moi c'est comme ça que je l'interprète, sublime aussi, si vous voulez,
ce que nous adultes on peut faire face à cette situation scandaleuse qui est la maladie de l'enfant, parce qu'on voit voilà le soin, du coup la science, la caresse, la tendresse, parce que parfois moi je vois des gestes de tendresse que moi comme spectateur je sens mon empathie représentée à l'écran, et ce geste c'est mon geste qui arrive là, et finalement le conte, la voix féminine, voilà, on devine qu'il y a quelqu'un qui est en train de raconter ce conte, qui a déjà fait son schéma auprès des enfants, parce qu'il vous le raconte déjà avant, qui je me dis, voilà, après vous le dites aussi, mais dire que c'est notre rôle, que nous adultes, rôle, c'est pas le bon mot, mais notre possibilité que nous, monde des adultes, avons face à cette situation et face à ce film en général. Et même, je dirais, c'est le rôle du cinéma, c'est-à-dire raconter des histoires qui permettent aux enfants de affronter la vie, affronter leur situation. Du coup, moi, je voulais interroger à partir de cette... comment voilà, le conte est arrivé et vous êtes emparé, vous avez fait votre structure de film. Et voilà, moi, je vais plus largement, voilà, notre responsabilité, votre d'auteur, d'artiste, et peut-être pour nous aussi qui accompagnons ce film. Oui, ce conte est très beau puisque c'est une histoire de cheveux. Hein. Les 3 cheveux d'or du diable, c'est un conte des frères Grimm, enfin collecté par les frères Grimm. J'avais entendu une conteuse le dire. Je le connaissais, hein, ce conte. J'avais entendu une conteuse le dire dans un après-midi, et je lui ai demandé de l'enregistrer, et j'ai joué le jeu de la télévision, comme s'il regardait la télévision. Je pense que c'est... Évidemment, c'est le rôle de la culture, hein, tout simplement, hein, dont il s'agit. Qu'est-ce que c'est que la culture, si ce n'est quelque chose qui nous permet de symboliser le monde et d'appréhender le monde. C'est pas juste un truc comme ça pour avoir des bonnes notes au bac. Hein. Je vous remercie également pour ce film. Moi, j'avais une question sur le tournage et le regard que les enfants... Est-ce que vous montriez les images aux enfants, au personnel soignant, aux parents? Et de façon plus générale, comment les enfants, Cédric par exemple, ses parents et le personnel soignant ont reçu le film à sa sortie? J'ai remis à chaque parent l'intégralité de ce qui avait été filmé de leur enfant après le tournage, le tournage révolu. Évidemment, ça n'avait pas le même sens pour les enfants qui ont disparu que pour les enfants qui ont continué. Devinez sur quelle scène Cédric a voulu voir tout de suite. D'abord, Cédric, quand il a reçu les choses, les cassettes, c'était un peu comme si c'était un souvenir de colonie de vacances. Comme ça. Je suis content, je mes souvenirs. Et après, il est allé droit sur une scène. J'entends pas. La scène de la fin, quand il y a quand on a coupé l'alimentation. Non, tout simplement la scène avec Cédric. La scène, oui, la scène de Cédric et Xavier, le garçon,
cette espèce d'échange qui ressemble presque à un match de tennis. Enfin, moi, j'avais l'impression de filmer un match de tennis, hein, parce qu'il fallait faire comme ça, quoi. Les panneaux sans arrêt. C'était parce que là, c'est le moment où il se confrontait à un plus grand que lui. Oui, Steve, pardon. Mais Steve, il se confrontait à Steve. Et c'est cette scène-là où il est allé. C'est une scène absolument pas naturelle. Faut arrêter avec les histoires de c'est comme si la caméra n'était pas là. Si se joue cet échange, cette confrontation, ce match, hein, c'est parce que c'est sous mon regard. C'est parce que je suis là. Moi, j'ai jamais entendu des conversations comme ça. Les enfants ne parlent pas de leur maladie. Ils parlent de tout sauf de leur maladie. Et là, c'était une vraie confrontation, mais c'était une confrontation... c'était moi l'arbitre. Hein. Et plus tard, aujourd'hui, les Cédric, Steve... parce que dans le film, Cédric justement parle du fait que de ce film, la mémoire, l'oubli, le souvenir. Et donc moi, je me suis demandé aussi si aujourd'hui, vous savez s'ils ont gardé mémoire de cette expérience et de si, par rapport, si vous êtes tout simplement en contact avec eux, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je ne sais pas si... Non, je ne suis plus en contact avec eux. J'ai continué à voir Cédric peut-être pendant 1 an ou 2, et puis après c'est une relation qui s'est épuisée, comme les choses s'arrivent. Voilà, il y a une évidence. Par contre, je vois toujours le chef de service. On est resté dans une relation d'amitié, donc je sais que Cédric il n'y a pas eu de rechute. Quand je dis à la fin du film Cédric est guéri, ça peut faire sursauter certaines personnes qui ont suivi, soit pour elles-mêmes ou pour des proches, parce qu'on parle souvent de rémission. Là, c'est sous l'autorité médicale que je dis ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on considère que l'enfant est guéri. Ça ne veut pas dire qu'en tant qu'adulte, il ne redéveloppera pas un cancer, mais ça pourrait être un cancer qui n'a pas de rapport avec ce cancer, quoi. Il n'est pas immunisé, on n'est pas immunisé contre le cancer. Voilà, moi je vais essayer d'élargir un peu sur le cinéma documentaire qui, à mon sens, mériterait d'être davantage représenté dans le catalogue École et Cinéma, et pour donner peut-être un outil supplémentaire pour exploiter ce film après la projection. Moi j'appartiens à un dispositif qui s'appelle Cinéma 100 ans de jeunesse, dont certains ont sans doute entendu parler. Et si je l'évoque maintenant, c'est qu'il se consacre cette année au cinéma documentaire. Donc c'est la question de cinéma de l'année, c'est filmer l'autre au travers d'un geste documentaire. En quelques mots, le cinéma 100 ans de jeunesse, c'est une 40aine d'ateliers répartis sur tous les continents, dans le monde entier, qui a la spécificité d'allier le voir et le faire au travers d'une question de cinéma. Et nous avons créé un site Cinéma 100 ans de jeunesse sur lequel nous mettons en ligne la totalité des ressources, autant au niveau du voir qu'au niveau du faire. Et ces ressources sont traitées par question de cinéma, par exemple la couleur, le temps, la sensation. Voilà, c'est un outil très précieux pour les coordinateurs et pour les enseignants, vu qu'il y a tout un corpus d'extraits de films analysés et aussi des propositions d'exercices pratiques à réaliser en classe.
Et je pense que l'an prochain, à la rentrée prochaine, seront mis en ligne sur le site Cinéma 100 ans de jeunesse toutes les ressources en lien avec le cinéma documentaire. Donc c'est sans doute l'occasion de programmer ce film et de faire travailler nos élèves sur le cinéma documentaire. Voilà. Et je voulais ajouter aussi que ce qui est très intéressant dans ce film, c'est de travailler sur le langage cinématographique, parce qu'il est très riche et très clair au niveau de la valeur des plans, les plans de coupe, le rythme, enfin, tout ça. Et ça va à l'encontre de l'image que se font les élèves d'un film documentaire, puisque dans un premier temps, dans leur esprit, c'est filmer la réalité sans point de vue, alors que là, on a la preuve inverse, qu'il y a un véritable point de vue et une utilisation du langage cinématographique pour délivrer un message. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut arrêter ici la séance, en sachant qu'on va retrouver Denis cet après-midi dans une table ronde avec d'autres cinéastes sur la forme documentaire, justement. Et si vous avez des derniers mots à nous dire, par rapport à cette séance de ce matin. Là, j'avais lu parmi les moult entretiens que j'ai lus pour préparer cette séance, que souvent vous étiez appelé pour accompagner la séance de ce film. On cherchait, on vous demandait une posture rassurante pour rassurer la salle. Et voilà, voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que quelle posture vous pensez vouloir avoir pour accompagner un film, votre film, et donc à nous, qu'on doit le porter après dans les territoires. Si ce n'est pas celle de rassurer, je sais pas, quel mot vous mettrez, quelle consigne nous donnerez? J'ai envie de rebondir aussi sur ce que vous disiez, monsieur, à propos du documentaire. C'est que dans le documentaire, pas tous les documentaires, hein, attention. Il peut y avoir, il y a certains films documentaires par rapport auxquels moi je suis personnellement politiquement très critique. Hein. C'est normal. Hein. Ce serait bizarre si on était d'accord avec tous. Mais justement, peut-être que faut oser ce mot politique au sens où le documentaire propose quand même s'il est joué, s'il est assumé dans sa position, de rapport au monde, de rapport aux autres. Moi, si je filme seul, c'est pour être en danger avec l'autre. Et c'est ce danger qui est riche. Et d'ailleurs, chaque fois que j'étais pas seul, c'est là que j'ai pris des coups. Donc, c'est un danger, mais c'est une épreuve de vérité, quoi. Et c'est ce rapport-là qu'induit le documentaire. La différence entre le documentaire par rapport à ça et le journaliste, c'est que le journaliste sait ce qu'il va demander à l'autre. Dans le documentaire, on ne sait pas ce qu'on va demander à l'autre. On demande à l'autre de nous dire ce qu'on doit lui demander d'une certaine manière. Vous voyez bien comment... la première question la deuxième fois que j'ai une situation d'entretien avec Cédric, je commence par une question qui peut quand même paraître un peu bizarre. Est-ce qu'il y a... Grosso modo, ça revient à dire, est-ce qu'il y a des avantages à être malade?
c'est refuser aussi de mettre l'autre dans une situation de malheur. C'est à lui de dire où est-ce qu'il est. Et ça, c'est une attitude qui est politique. Hein. Je le revendique comme tel, même si c'est pas un film dont l'objet est politique, évidemment. Donc là, vous nous mettez en danger. Vous nous demandez de nous mettre en danger et de accepter ce danger et partager ce danger. Bon, je dire que on aura la chance de cet après-midi de pouvoir continuer les échanges et d'être à Saint-Jean-de-Luz. Peut-être entre-temps, le soleil est arrivé, donc on ne sait jamais. Merci beaucoup. Merci Denis. Merci Chabi et le Select qui nous a accueillis pour cette séance. Et bon appétit, à tout à l'heure.